Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio M. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro du CPP, le Café Presse Politique. Bonsoir à nos invités. Bonsoir Amali Grachen. Bonsoir. Yassine Temlali, bonsoir. Day Khadridi, bonsoir. Bonsoir. Abed Sharif, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous nos auditeurs qui nous écoutent maintenant en direct sur Radio M. On commence évidemment, comme chaque mercredi à 18h, le CPP par cette question lancinante. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? On commence par vous, Yassine. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Yassine qui voulait voler l'image de la semaine, là tu peux rien voler. Non, moi ce qui m'a marqué, c'est pas tant une image que tout ce qui se passe en ce moment, sans qu'on sache à quoi cela tient exactement. Je veux dire, il y a une sorte d'agitation dans le pays, un peu, mais nous n'avons toujours pas les éléments et d'ailleurs nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Nous ne savons pas encore sur quel sujet en particulier. Sur le sujet de les manifestations, la solidarité à l'égard de la cause palestinienne, évidemment. Mais aussi sur la question de la reconnaissance et de la généralisation de la langue berbère. Merci Yassine Temlali. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Day Khadridi ? Vous êtes journaliste au Huffington Post Algérie. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la défaite en Alabama du sénateur républicain, prédateur sexuel, soutenu par Donald Trump, ce qui ramène le Sénat américain à une place de plus, 51 pour les républicains et 49 pour les démocrates. Donc, il y a possibilité de, peut-être, je sais que je rêve, mais de procédure de impeachment. Et peut-être que même comme pour le cas de Nixon, dans ce cas-là, le président peut même démissionner avant pour ne pas subir cette procédure de l'impeachment. Et on peut dire que c'est le premier revers pour Donald Trump, le premier vrai revers depuis son élection. Oui, il en a eu beaucoup, mais celui-là, c'est... Le premier vrai, depuis son élection en novembre dernier. Amali Grachen, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? C'est la réaction de certains amis qui ont très longtemps chanté la démocratie face à ce qu'a écrit Chawki Amari. Chawki Amari a utilisé un mot qu'il n'a pas inventé d'ailleurs, brobro. C'est l'un des chantres de la cause berbère qui a inventé le mot brobro, à savoir le poète dramaturge Mouhia. Donc que Chawki Amari reprenne ce mot qui renvoie à quelque chose de très précis, soit crucifié comme il l'a été, je trouve ça très regrettable et ça m'a vraiment marqué. Surtout que c'est venu d'une partie de gens qui chantent la démocratie et la liberté d'expression. Donc vous dénoncez un peu les réactions à la chronique de Chawki Amari, c'est ça ? Oui, même si on n'est pas d'accord avec le contenu de la chronique, on n'a pas à crucifier comme ça une chronique. Et nous en parlerons évidemment lors de ce Café Presse Politique. Abed Sharif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Ce sont deux chansons, Oued Chouli et Minji Belina, des chansons du patrimoine algérien, du terroir, qui sont formatées par Coca-Cola. J'ai trouvé ça... C'est un monde qui me surprend. Mais qu'est-ce qui vous a choqué dans le fait qu'une chanson comme Minji Belina soit reprise par l'émission Coq Studio ? Qu'est-ce qui est choquant ? Que ça soit sponsorisé par Coca-Cola. Et alors ça ne rentre pas dans les logiciels qui me font fonctionner. Qui sont des logiciels anciens, nouveaux, non ? C'est comme tu veux. D'accord. Merci donc pour l'image de la semaine. Yassine Temlali, on a parlé évidemment
lors de son image de la semaine. Nous en avons parlé jeudi dernier lors du CPP, la réaction à la proclamation de Jérusalem, capitale d'Israël, par le président américain et la signature du transfert de la capitale de l'ambassade américaine vers cette ville de Jérusalem. Il y a eu une grande colère qui a été déclenchée depuis mercredi dernier, y compris dans le monde arabe et en Algérie. Comment on peut décrire aujourd'hui cette colère? On peut en parler dans tous les pays arabes et particulièrement chez nous. Il y a une vraie colère algérienne, nous en parlerons avec vous. On peut parler aussi de la solidarité algérienne. Dans quel contexte aujourd'hui il existe encore une solidarité algérienne avec la cause palestinienne? Et pourquoi aujourd'hui le pouvoir algérien refuse de céder sur la rue? Pourquoi est-ce que les Algériens et les Algérois n'ont pas le droit de manifester leur colère, leur solidarité, comme le font les Casablancais, les Tunisois ou les autres populations arabes à travers le monde? Comment vous avez interprété cette colère arabe après cette affaire de Jérusalem? On commence avec vous, Deher Hadridi. Je suis la première à regretter de ne pas pouvoir manifester aujourd'hui, à sortir dans la rue et dire que je suis solidaire avec les Palestiniens, que je dénonce la décision de Donald Trump. Je trouve ça lamentable que... C'est quoi? C'est leur. Ils nous empêchent de manifester pour, disent-ils, des raisons sécuritaires qui datent de quoi? Des années 90, de la guerre civile. Ça fait il y a 20 ans de cela. Et je trouve ça complètement lamentable. Quelques gens ont essayé d'aller à l'ambassade américaine et ça a été dispersé. Je comprends qu'ils puissent avoir des peurs de violence à côté de l'ambassade américaine, mais vendredi dernier, il y a eu des jeunes qui ont voulu manifester devant la Grande Poste. Ils les ont pourchassés. Ils ont même enlevé leur kéfi. C'est complètement... Moi, je suis... Ça me rend encore plus en colère. Abed Shelf. La question palestinienne a été pendant très longtemps un refuge pour ce qu'on appelle communément les régimes arabes. Et aujourd'hui, il y a un retournement de situation qui est très intéressant, qui est curieux. C'est la question palestinienne qui nous révèle ce que nous sommes dans nos réactions donc vis-à-vis de cette solidarité. Ce qu'on peut constater, c'est que, disons, la solidarité n'est pas assez forte. Il y a une espèce de démobilisation, comme si les sociétés étaient fatiguées, usées. Le sentiment existe, la capacité de faire et d'exprimer cette solidarité n'est pas très forte. Mais en même temps, le plus intéressant, c'est que chaque pays arabe se retrouve aujourd'hui face à lui-même. Il se révèle et nous, on se retrouve derrière des slogans que nous avons portés pendant très longtemps. Si je parle de ma génération, de votre génération, nous avons grandi avec ces slogans. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation et on est là, on ne sait pas quoi faire. Et on fait un peu n'importe quoi. On va en parler tout à l'heure. Les réactions en Algérie, c'est vraiment un peu n'importe quoi. C'est un monde qui change, et dont nous n'avons pas pris la mesure, me semble-t-il. On n'a pas actualisé, y compris nous-mêmes, on n'a pas actualisé nos données sur la question palestinienne. Yassine Temlali, comme le dit Abed Shelf, donc le pouvoir interdit de manifester. Est-ce que parce que le pouvoir n'est plus solidaire avec la cause palestinienne ou juste parce qu'il ne veut pas que les gens manifestent, puisqu'on a même enlevé les kéfiers aux manifestants? Est-ce que le kéfier constitue un danger aujourd'hui? Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que le régime actuel soit solidaire de quoi que ce soit, sinon de lui-même. La solidarité avec la question palestinienne, pour rappeler certaines choses fondamentales, faisait partie d'une logique générale de solidarité avec les causes justes. L'Algérie a été solidaire de la Namibie, de l'Afrique du Sud, elle a été solidaire de tous les peuples colonisés. Elle n'a pas été solidaire contrairement à ce qu'on dit, l'Algérie n'a pas été solidaire avec la Palestine sur une base confessionnelle uniquement, ni sur une base ethnique uniquement. Ça faisait partie d'une logique de la diplomatie et de l'action extérieure de l'État algérien. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas plus solidaire de la Palestine que de n'importe quel autre peuple colonisé. Il y a beaucoup de peuples colonisés qui se sont libérés. Heureusement, ceci étant dit, à part le peuple palestinien et quelques autres. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la confirmation de la rupture de l'Algérie avec
toute action diplomatique dans la région. L'action diplomatique de l'Algérie se résume à son entourage immédiat. Elle existe pour le Sahel, elle existe pour la Libye, donc pour tout ce qui touche à ses frontières immédiates, elle n'existe nulle part ailleurs. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a absolument aucune intervention algérienne dans le dossier du Moyen-Orient, sinon à travers des prises de position qui restent juste dans l'ensemble. Mais on ne peut pas dire que le régime soit solidaire de la Palestine. Et le régime qui n'est pas solidaire de la Palestine a évidemment peur que la solidarité avec la Palestine dans la rue puisse déborder vers autre chose. Ceci dit, moi je tiens à souligner que je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une solidarité débordante aujourd'hui en Algérie avec les Palestiniens qui soient empêchés par les autorités. Nous n'avons pas de signe de manifestation d'une solidarité profonde et massive non plus, pour être un peu juste et objectif. Évidemment, si les rues se libéraient pour les manifestants, il y aurait probablement plus de gens qui manifesteraient leur solidarité. Voilà. Vous avez rencontré Yasser Arafat à l'âge de 22 ans. Yasser Arafat qui venait très très souvent en Algérie dans les années 70, 80 et 90. Mais ça s'est arrêté presque net avec Abdelaziz Bouteflika. Je pense qu'il est venu qu'une seule fois. C'était une visite officielle. Mais depuis 99, il faut dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est que la diplomatie algérienne n'a pas manifesté un grand soutien à la cause palestinienne, ou alors c'était vraiment très timide. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, mais il faut dire aussi qu'il y a un élément objectif qui pourrait nous éclairer sur cette question et qui est le suivant. Ce sont les accords d'Oslo et l'illusion de la création d'un État palestinien indépendant qui a mis les Palestiniens eux-mêmes dans une logique de négociation permanente et souvent inutile avec l'État d'Israël et qui du coup a dédouané beaucoup de régimes arabes des devoirs qui s'étaient imposés ou qui leur a été imposé par leur peuple de solidarité avec la Palestine. Hamani Grachen, quel est le contexte aujourd'hui de la solidarité algérienne avec la cause palestinienne ? Je pense qu'effectivement, il y a empêchement de manifestations dans les rues en solidarité avec les Palestiniens, mais en fait, le pouvoir qui empêche ces manifestations, il est dans sa logique. Le droit à la solidarité est maintenant un des droits fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le pouvoir algérien a bafoué d'autres droits, des droits depuis longtemps. Il continue à en bafouer. Il se trouve que le droit à la solidarité est concerné. Maintenant, je suis d'accord avec Yacine, il n'y a pas une véritable mobilisation en faveur en solidarité avec la Palestine en Algérie. Elle est très timide, aussi bien pas au niveau de la société que du côté du pouvoir, parce que raisonnablement, les Algériens ne peuvent pas être plus palestiniens que les Palestiniens. Il y a un processus de négociation utile ou inutile qui est en cours actuellement entre Israël, l'État sioniste et la Palestine, l'autorité palestinienne. On ne peut pas court-circuiter ce processus, quelles qu'en soient les raisons. Et puis les Palestiniens eux-mêmes ne parlent pas d'une seule voix. Donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de cette question. Et je pense que les Algériens sont tout à fait dans une position soutenable et tout à fait normale actuellement. Ils sont par principe solidaires, mais ils ne le manifestent pas suffisamment et c'est normal vu les conditions dans lesquelles... Les Algériens, les jeunes Algériens ont manifesté dans les universités. Il y a eu des manifestations dans presque toutes les universités. Ça n'a pas été couvert par la presse parce que j'imagine que quand c'est à l'intérieur et que c'est contenu. Donc moi, je voudrais juste ramener une petite nuance. Peut-être, moi, ce que je sens en tant que personne ici présente en Algérie, c'est qu'il y a un énorme élan, moi je le sens, de sympathie. Dans ces bureaux-là, on entend souvent des chansons pour le Quds, etc., ce qu'on n'entendait pas avant. Donc il y a quelque chose. Mais je veux dire, la manière avec laquelle se manifeste
cette émotion pour la Palestine, cette solidarité, même si elle ne s'exprime pas par les manières, les voies de la manifestation qui est réprimée dans la rue et qu'on a intériorisé tous, on sait tous qu'on ne peut pas marcher dehors sinon on va se faire tabasser. Donc je ne suis pas en train de dire que ça a déferlé de partout, mais il y a, moi je sens quelque chose de très fort et qu'on voit aussi par exemple dans les réseaux sociaux, parce que les gens ne peuvent pas sortir dans la rue, ils le disent aussi sur leur page Facebook, sur Twitter, sur tout ce qu'ils peuvent. Il y a peut-être aussi, pour être un peu plus juste, la solidarité officielle, disons celle de l'État, du gouvernement algérien. Je pense qu'il serait faux de dire qu'il n'y a pas de solidarité. Il y a une solidarité, mais c'est presque une solidarité de convenance. L'Algérie continue de financer, de verser donc ce qu'elle doit verser à l'autorité palestinienne. Dans les conférences, dans les réunions internationales, etc., elle soutient toujours la cause palestinienne, mais disons, ça ne va pas plus loin. Ça va pas plus loin pour de multiples raisons. Il y a les délitements internes à l'Algérie. L'Algérie est passée par une guerre civile, le pays s'est éparpillé, et donc le pouvoir n'a pas réussi à rassembler toutes ces énergies, donc à la fois sur le plan interne, sur le plan externe, pour donner de la cohérence à cette solidarité. Il y a aussi ce dont parlait Yacine Temlali, c'est les Palestiniens qui sont engagés dans un processus. Moi, je me rappelle, sur les 15 dernières années, j'ai eu à discuter avec des gens, les gens qui ont fait le mouvement national, donc qui ont une perception de la résistance. Ils avaient un reproche essentiel vis-à-vis des Palestiniens, c'est l'abandon de la lutte armée. Ça, la première génération donc, des militants algériens n'a pas admis. S'engager dans des négociations après avoir mis de côté son principal atout, c'est quand même c'est une défaillance. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a été une grande défaillance. Et puis, la question palestinienne, vu, on va dire, quand il y avait Arafat, quand il y avait les mouvements, les grands mouvements, enfin les grands leaders palestiniens, on avait ce sentiment, enfin pas ce sentiment, c'est une perception très précise. Pour beaucoup de pays du Proche-Orient, Syrie, Égypte, etc., la question palestinienne était essentiellement une question de sécurité interne. Et le rapport avec les Palestiniens était dicté par les impératifs de sécurité interne. Aujourd'hui, en Algérie, on est dans cette perception. On a glissé progressivement et l'Algérie regarde la question palestinienne comme une question de sécurité et les manifestations en faveur des Palestiniens, on ne les regarde pas comme une expression de cette solidarité, mais comme une menace potentielle à la sécurité intérieure. Et donc, nous sommes un pays qui s'est normalisé, entre guillemets, qui s'est normalisé au niveau des autres pays arabes. Yacine Temlali, vous voulez parler ? Bon, je voudrais juste dire que le fait de constater que la direction nationale palestinienne s'est engagée dans l'illusion d'un État palestinien créé par la négociation, le fait de le constater ne signifie pas, de mon point de vue, que toute solidarité devrait être nulle. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites à Ammar Integration, comme quoi on ne peut pas être plus palestinien que les Palestiniens. Si les Algériens, si les peuples qui se sont solidarisés de nous pendant la guerre de libération nationale avaient appliqué ce principe, personne ne se serait solidarisé de nous parce que nous étions dans une logique de guerre, mais aussi de négociation pour l'indépendance, de négociation avec la France. Et si on nous avait dit, mais vous négociez avec la France, pourquoi voudriez-vous, pourquoi alors nous demander disons, d'avoir une attitude un peu plus combative envers la France, voilà, nous ne serions pas indépendants. Je rappelle que s'il n'y avait pas cette solidarité, l'Afrique du Sud serait toujours sous domination de l'apartheid, sous domination blanche, et que Nelson Mandela, s'il n'y avait pas eu le boycott international et la solidarité internationale, lui, il a négocié avec l'apartheid pour créer l'État indépendant
multiracial, si on lui avait opposé cette logique, alors personne ne se serait solidarisé de lui et pas la moindre impasse dans le monde ne porterait son nom et il serait mort en prison. Donc moi je suis pour qu'on fasse la part des choses entre le constat du délitement dans lequel nous sommes et de l'abandon de la lutte pour l'indépendance par la direction palestinienne et pas par le peuple palestinien et le principe de solidarité qui a aider beaucoup de peuples à se libérer de l'occupation. Mais d'autant plus que les Palestiniens continuent de se battre tous les jours. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de lutte armée comme je l'entends ici, ça ne veut pas dire que les Palestiniens ont baissé toute résistance. Ils résistent tous les jours. Et à Al-Quds même, il y a quelques mois avant même qu'il y ait cette annonce, les Israéliens ont dû reculer sur certaines mesures qu'ils voulaient imposer aux Palestiniens, alors qu'il y avait un énorme mouvement de désobéissance civile, etc., et qui n'avait rien à voir avec l'autorité palestinienne, et qui a fait... Et il y a aussi le mouvement BDS, qui est le mouvement pour le boycott des produits, pas seulement des produits, de l'État, de l'enseignement, etc., qui est en train de se faire une place au soleil, y compris aux États-Unis. C'est pas quelque chose qui, je veux dire, la lutte des Palestiniens, elle est continue. C'est pas parce qu'ils ont arrêté de poser des bombes ou d'utiliser certaines méthodes qu'ils ne résistent plus. Hein. Ce que vous dites, Hamani Grachen, ça rejoint un peu, quand vous dites ne pas être plus palestinien que les Palestiniens, ça rejoint un tout petit peu la dernière chronique de Kamel Daoud il y a quelques mois, lorsqu'il disait pourquoi je ne suis pas pro-palestinien. Non, je suis d'accord, absolument d'accord avec Yassine et avec vous, Dayhadridi. Moi, je dis simplement qu'on ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes de la Palestine. Voilà, le mot il dit. Maintenant, pour ce qui est Fatah et Hamas, c'est ça ce que vous dites? Oui, mais Fatah et Hamas ne défendent pas la même chose. Nous, du point de vue du principe, on est solidaire avec la Palestine. Les Algériens, tous les humanistes le sont, y compris des Israéliens. J'ai lu il y a quelques jours un ancien ministre israélien, Shlomo Ben Ami, qui a écrit un pamphlet très violent contre Israël. Donc on ne peut pas raisonnablement ne pas être d'accord, solidaire d'un peuple colonisé, persécuté au quotidien. Par contre, le problème qui se pose chez nous, le pouvoir algérien n'accompagne pas et au besoin empêche toute expression de solidarité avec la Palestine, parce que la solidarité n'est pas, si vous voulez, palestinienne, elle est une valeur qui se cultive politiquement. Aujourd'hui, on est solidaire avec la Palestine. Demain, on est solidaire avec nos frères des syndicalistes. On est solidaire avec un chef de parti, avec un journaliste. Donc, c'est la culture de la solidarité que le pouvoir algérien combat. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la solidarité des Algériens s'exprime essentiellement en faveur de la Palestine. Eh ben, le pouvoir algérien l'empêche. Et c'est ça ce qui me dérange dans l'histoire. Mais moi, je suis solidaire de la Palestine. Mais je ne peux pas le faire mieux que les Palestiniens eux-mêmes, raisonnablement. Mais je suis solidaire. Le glissement qu'il y a eu par rapport à une autre époque, la solidarité avec la Palestine, ça faisait partie de l'identité algérienne. Elle faisait partie du corps de l'État algérien. Les services spéciaux algériens s'occupaient de la question palestinienne d'une manière... Ils étaient extrêmement impliqués. L'armée algérienne a participé à des guerres au Proche-Orient. Aujourd'hui, le dogme officiel, c'est que l'armée algérienne ne sort pas des frontières. Si tu veux, il y avait quelque chose qui était là. Dans le sens inverse, on peut rappeler des faits qui sont très simples. Pendant la guerre de libération, le soutien financier au FLN, au GPRA, en Irak, c'était inclus dans le budget de l'État irakien. Donc, les Irakiens considéraient que
Ils faisaient partie de nous, on faisait partie d'eux. Et ce rapport à la question palestinienne, l'Algérie l'a eu pendant très longtemps. Aujourd'hui, il y a une distanciation qu'on n'a pas assez analysée. Elle est due à l'évolution, à l'affaiblissement, y compris de l'Algérie, l'affaiblissement des Palestiniens, l'affaiblissement de toute notre sphère géographique. Donc, il y a des éléments nouveaux qui ont provoqué ce changement. Le problème, c'est que le citoyen algérien n'a pas les leviers nécessaires aujourd'hui, il n'a pas les leviers nécessaires pour influer sur le cours des choses. Et visiblement, l'État algérien n'est pas disposé à aller dans le sens où il faudrait infléchir ce courant des choses. Vous avez parlé du soutien de l'Irak, il y a aussi d'autres pays. J'aimerais poser une question. Est-ce que les Arabes et les musulmans ont, selon vous, perdu cette bataille de Jérusalem lorsqu'un allié aussi important que l'Égypte ou que l'Arabie Saoudite des États-Unis ne réussissent pas à persuader ou à convaincre ou à dissuader le président américain de prendre la décision qu'il a prise mercredi dernier? Est-ce que vous pensez que nous avons perdu cette bataille, celle de Jérusalem? Yassine Temlali. Moi, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite ait pensé une seconde à dissuader Trump de quoi que ce soit, ni qu'elle a la capacité diplomatique et politique de le faire. Surtout aujourd'hui, qu'elle a besoin d'un allié comme Trump pour entreprendre ce changement autoritaire qui est en train, anti-wahhabite, mais autoritaire, qui est en train d'avoir lieu en Arabie Saoudite. Je ne crois pas que les peuples de cette région aient perdu le sens de la solidarité. Nous avons vu un exemple du sens de la solidarité au moment de l'invasion de l'Irak. Nous l'avons vu de façon très précise, donc et ce n'est pas très lointain en termes de temps. J'aimerais juste dire que le fait de constater que les Palestiniens ont glissé la direction palestinienne est glissée dans une logique de négociation, c'est quelque chose qui peut s'expliquer par un certain nombre de faits qui distinguent par exemple la lutte palestinienne de la lutte algérienne. Les Palestiniens, ils ont été dégagés par la force de la Jordanie. Ils ne pouvaient plus mener d'opération en Jordanie, Septembre Noir et la répression 70, des fidèles. Il y a eu l'invasion de Beyrouth, il y a eu la paix séparée avec Israël, signée par l'Égypte. C'est un peu incomparable à l'Algérie qui avait des bases arrières militaires et politiques, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, mais aussi au Mali, dans des pays d'Afrique frontalier de l'Algérie. Je crois qu'il faut tenir compte quand même de ce paramètre pour comprendre que c'est plutôt une logique un peu tragique d'être obligé de négocier et non pas par simple refus de la lutte armée. Des Khadridi, est-ce que les musulmans, les Arabes ont perdu définitivement cette bataille de Jérusalem ou pas? Je pense que les Palestiniens ne l'ont pas perdu. Je pense que les Palestiniens se battent. Les musulmans, les Arabes, si tu parles de leurs leaders, oui, c'est des perdants, c'est des losers, ils ont tout perdu, ils sont dans un trou de l'histoire depuis très longtemps. Mais les Palestiniens, ils ont pas perdu, ils se battent tous les jours. Ça va être très très dur. Ils se battent contre notamment les États-Unis, la première puissance mondiale, mais d'où le caractère désespéré de cette lutte. Mais moi, je suis de tous les jours, je suis de très près ce qui se passe là-bas et je suis impressionné par leur capacité à résister. Avant de vous reposer la même question, Abed Chelf, on voit aussi que l'administration américaine, on sait que le secrétaire d'État, que le secrétaire à la Défense, vous l'avez dit vous-même, Mathis, sont contre la décision prise par Donald Trump et qu'ils essaient un peu de la justifier. D'ailleurs, le secrétaire d'État a dit que ça prendrait 2 à 3 ans pour déménager l'ambassade. Est-ce qu'on peut penser un seul instant que ça ne se fera pas, que l'administration américaine va revenir dessus, qu'il va se passer quelque chose? On peut imaginer que ça ne se fasse pas. Mais là, ça dépend d'une décision politique. Est-ce que les Palestiniens sont capables de la prendre aujourd'hui? Il suffit d'une décision. Il suffit que les Palestiniens disent il n'y aura pas d'ambassade à Al-Quds. Ils redeviennent des Palestiniens. Et comment est-ce qu'ils pourraient empêcher ça? Ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire. C'est à eux de le faire. À partir de ce moment-là, tu sais, une mobilisation
c'est pas quelque chose de figé, de définitif ou de linéaire. Ça se crée, ça s'entretient, ça se prépare, ça se gère, ça s'amplifie, etc. Si les Palestiniens décident qu'il n'y aura pas d'ambassade à Al-Quds, ça ne se fera pas. Il faut payer le prix. Les Palestiniens aujourd'hui sont engagés dans une négociation. Les Palestiniens peuvent dire aujourd'hui, la direction palestinienne va dire à toutes les femmes palestiniennes de faire un enfant de plus que ce qu'elles comptaient faire. Et que cet enfant de plus, ça sera un martyr. C'est des choix politiques. Quand on parle de la Palestine, nous avons souvent en référence notre propre histoire. C'est une guerre de libération qui a été menée en Algérie. Elle a été contrôlée de manière différente de la révolution palestinienne. Et ça, il faut rendre hommage aux gens qui ont tracé ce cap et qui l'ont maintenu et qui ont fait en sorte que ça ne sorte jamais de ce cap. Je parle de la guerre de libération. Voilà l'objectif, voilà les moyens. Les sacrifices, il y a des Algériens qui vont mourir pour ça. Ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. On va le faire. Et ils l'ont fait. C'est quelque chose qui était tellement fort sur le plan politique que tout le monde a été obligé de suivre. Il appartient aujourd'hui aux Palestiniens de donner ce signal. Armand Negrachane, et on passe à la deuxième partie. Moi, je pense que l'élan révolutionnaire, libérateur qui animait les Palestiniens durant très longtemps, c'est relativement éteint. Et je ne pense pas que les Palestiniens aujourd'hui soient dans des conditions qui leur permettent de reprendre la lutte comme ils la faisaient traditionnellement. Ni leurs conditions sociales, ni leurs conditions politiques, ni géopolitiques, ni sécuritaires ne le permettent. Les conditions les créent. Moi, je pars d'un principe qu'il faut une conjugaison simultanée de plusieurs paramètres qui ne dépendent pas forcément des Palestiniens. Moi, je pense que la bataille de Jérusalem ne peut être gagnée que dans des pourparlers internationaux, une bataille que si ça devient une bataille diplomatique et que beaucoup d'États solidaires de la question palestinienne se mettent de son côté. En dehors de ça, je ne pense pas que ça puisse se faire. Moi, je pense que s'il y a un mouvement de solidarité mondiale avec les Palestiniens, l'annexion effective de Jérusalem-Est par les Israéliens, à travers le transfert de l'ambassade américaine là-bas, pourrait ne pas avoir lieu. C'est aussi une question de solidarité dans la région. Et cette solidarité dans la région, pour qu'elle soit dans la région et dans le monde, pour qu'elle soit effective et forte, il faut absolument ne pas oublier que la question n'est pas une question confessionnelle. Que Jérusalem-Est, avant d'être un lieu saint pour les musulmans et pour les chrétiens, et pour les juifs, avant d'être un lieu saint pour les trois religions, elle est une ville colonisée. C'est une ville qui a été occupée, dans laquelle, depuis des dizaines d'années, on construit des colonies de façon illégale, malgré les mises en garde de l'ONU. L'ONU considère, tous les 3 à 4 ans, elle rappelle que la colonisation de Jérusalem-Est est illégale. Donc, pour que cette solidarité dans le monde ait lieu, il ne faut pas non plus qu'on transforme cette question, qu'on fasse de cette question une question uniquement confessionnelle, c'est très important, uniquement religieuse. Ça implique un changement de matrice chez la résistance, chez les Palestiniens. C'est l'histoire de Hamas, les divisions, etc. C'est ça qui a permis ce regard. Si on revient à la distanciation, disons, d'un certain nombre d'Algériens vis-à-vis de la question palestinienne, tu as des Algériens qui hésitaient à soutenir le Hamas, qui se présentait comme un mouvement confessionnel. Donc l'islamisme politique, tous les dégâts qu'il a fait, c'est pas le moment d'y revenir, mais il faudrait revenir à cette matrice qui est la Palestine. Le Quds, c'est la capitale de la Palestine. Tous les autres mots qui peuvent accompagner ça doivent tomber, doivent être oubliés, et là, ça devient jouable. Merci à vous tous. Le Café Presse Politique revient dans quelques petites minutes.
Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Oui, le débat a déjà commencé, comme vous êtes en train de le voir, et nous sommes en direct. Nous sommes déjà en direct des Radridi. Alors juste, je sais qu'on va passer à autre chose, et on va revenir à l'Algérie, la Palestine, les brobros, tout ça. Mais avant, je voudrais dire quelque chose. Par rapport à ce que disait Abed, d'ailleurs, pendant l'entremède, on a parlé de la Corée du Nord, enfin, Abed Shalf a parlé de la Corée du Nord, qui est arrivé au point... Non. Moi, je suis une béac. J'ai dit ça en privé. Non, pendant l'entremède. Anyway, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que quand on dit les Palestiniens, moi, je pense pas du tout à l'autorité palestinienne qui est désavouée par les gens, qui est pas du tout, c'est-à-dire, elle est complètement minoritaire en Palestine. Et les Palestiniens vivent dans une situation qui est telle, je veux dire, c'est pas possible de juste aller faire des enfants et faire des martyrs, c'est pas possible. Je veux dire, il faut avoir connaissance de la vie que vivent les Palestiniens aujourd'hui, en 2017. Ils sont d'abord, il y a Gaza. C'est une prison innommable, je veux dire, c'est le bout de terre le plus dense de toute l'humanité. Ils sont sous blocus depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas de médicaments, ils se battent pour leurs hôpitaux. Ils peuvent même pas sortir par l'Égypte. Les Égyptiens, les Sisi et avant même lui, les tabassent et les pourchassent. Et les Israéliens ont complètement, c'est un réseau comment dire, ils ont infiltré la société palestinienne avec leur mouchard, avec leur pression, avec leur intimidation, avec la terreur. Ils subissent la torture dans les prisons tous les jours. Les Palestiniens qui perdent un fils, un enfant dans les manifestations, ils ne peuvent même pas l'enterrer. Est-ce que tu sais qu'ils lui donnent, c'est-à-dire ils doivent se battre pour récupérer le corps, ils ne savent pas s'ils peuvent le récupérer. Les Israéliens parfois leur donnent le corps entre 2h du matin et 4h du matin et empêchent toute la famille d'enterrer. Je veux dire, c'est un monde... c'est un enfer vivant que l'Israël a créé en Palestine. C'est pas on fait des enfants et on se fait sauter et on libère la Palestine. Je suis pas d'accord. Et c'est bien que vous en parliez des Hadridi parce que dans la deuxième partie du Café Presse Politique, on va parler de cette polémique née d'une chronique du journaliste écrivain Shawqi Ammari de Al-Watan qui avait parlé notamment de ce soutien de la cause palestinienne en Algérie en disant que c'était plus important que le soutien par exemple à la cause berbère. Il avait fait une chronique dans le journal Al-Watan en utilisant le mot brobro et ça a été bien accueilli et mal accueilli selon la catégorie des lecteurs évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette polémique à Abed Shalf? Je sais que vous avez suivi ça de très près. Alors, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça me révèle la fragilité du pays, la fragilité de l'Algérie. C'est ce que me touche le plus. C'est une histoire qui a démarré à partir d'un amendement qui n'avait aucun sens dans la loi de finances pour donner plus de fonds à l'enseignement de la langue berbère. Et ça débouche sur des manifestations et puis donc c'est un non-événement qui débouche sur des manifestations de rue, sur une manifestation
de ce qu'est la société algérienne d'aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui est dans la régression depuis des années et qui amène les gens à revenir dans des ghettos. Et chacun est dans son ghetto, il n'arrive plus à communiquer avec les autres. Je ne peux que revenir à ce qu'on disait en première partie, ce sentiment d'appartenance nationale qui a quand même irrigué l'Algérie pendant la guerre de libération, avant et pendant les 2-3 décennies après. Ce sentiment-là s'est effrité. Les raisons existent, elles sont importantes. Le pays a traversé une guerre civile, mais quand même, l'apparition de ces ghettos avec une telle animosité, parfois ça frise la haine, c'est quand même très dur à supporter pour des gens, pour un pays qui a eu une ambition énorme à un certain moment. Amari Ghrachen, vous êtes d'accord avec le contenu de la première chronique, de cette chronique de Chawki Ammari ? Bon, je ne saurais vous dire si je suis d'accord ou pas d'accord, mais en fait, la chronique... Ou on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Non, la chronique de Chawki Ammari intervient dans un contexte particulier, un contexte de tension. Je parle de tension parce que la question Amazigh, qu'on le veuille ou non, que d'aucuns soient d'accord ou pas, la question Amazigh a été pendant très longtemps combattue, ostracisée. Les militants kabyles berbères ont été martyrisés pendant très longtemps. Ils étaient arrêtés. On empêchait toutes les formes de traumatisme, nous les avons vécues. Les Berbères les ont vécues. Empêcher un père de donner un prénom berbère à son fils, je ne pense pas qu'il y ait plus traumatisant que ça. Arrêter un militant parce qu'il revendique la langue de sa mère, non pas pour insulter avec, mais juste pour la parler, c'est quand même traumatisant. Donc, quelles que soient les réactions qui viennent de certains militants berbéristes, démocrates, kabyles, on les appelle comme on veut, quelle que soit leur réaction, je lui trouve des circonstances atténuantes parce que le traumatisme est tellement fort qu'aujourd'hui encore, 50 ans après l'indépendance, la Kabylie particulièrement et d'autres régions du pays concernées par la revendication identitaire évoluent dans une sorte de cercle vide du trauma. Et quand on est dans le cercle vide du trauma, on est capable de tout. C'est une réaction de masse. Il ne faut pas la condamner, il ne faut pas la combattre, il faut essayer de la comprendre pour aller vers plus d'apaisement. Ça, concernant le contexte... On comprend que, d'après ce que vous dites, que Chawki Ammari n'aurait peut-être pas dû écrire cette chronique. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que cette chronique. Ouais. Je veux dire, Chawki Ammari a écrit un texte en réponse à... Et je pense que ça, c'est vraiment un phénomène de réseaux sociaux. En réponse à ceux qui disent sur les réseaux sociaux qui font une équivalence entre le palestinien et la situation du Kabyle aujourd'hui. En gros, c'est ça. Permettez-moi juste... Je ne condamne pas Chawki Ammari, c'est un journaliste, un écrivain, chroniqueur. Il est absolument libre de dire ce qu'il pense. Là-dessus, c'est indiscutable pour moi. Il a une liberté totale et je la défendrai, sa liberté. De violence. Maintenant, ce qui pose un petit peu problème pour moi, je le dis simplement, c'est qu'il a choisi comme interlocuteur en Kabylie une minorité de fanatiques berbéristes pour les érigés en interlocuteurs. Or, la Kabylie, que je sache, a porté tous les combats pour la pluralité, pour la démocratie, et elle a toujours été solidaire, aussi bien avec la Palestine qu'avec toutes les autres causes. Moi-même, j'ai participé en Kabylie à des manifestations pro-palestiniennes, pro-yéménites, pro-syriennes. Récemment,
on a fait des manifestations pro-syriennes. Donc qu'on ne vienne pas enfermer la Kabylie dans une sorte de ghetto ethnique. Non, je dis simplement que le contexte étant tendu, je suis en train d'expliquer la situation. Je ne condamne pas Shawqi Ammari. Sa chronique a suscité autant de réactions et de violences de la part de certains parce que elle intervient dans un contexte de tension. Si Shawqi Ammari avait écrit cette chronique dans un autre contexte, je ne pense pas... Non, je pense que tu te trompes. Moi, je me souviens, en 99... il y avait eu une attaque sur Gaza et les Algériens, et il y a eu les mêmes types de... Et à l'époque, on nous disait, pourquoi vous parlez de Palestine? Regardez, nous, on se fait les massacres en Algérie. Et je pense que la chronique de Shawqi, elle s'adressait à ceux qui nous disent... pourquoi vous voulez vous solidariser avec la Palestine? Regardez dans quelle situation on se retrouve en Algérie. Et moi, j'ai vu que c'était pas seulement les Kabyles. Il y a beaucoup d'autres Algériens qui ont ce discours, qui est un peu un discours pour culpabiliser ceux qui se montrent émus, ceux qui se montrent solidaires avec la Palestine en disant mais qu'est-ce que vous faites pour l'Algérie? Est-ce que vous manifestez pour l'Algérie? Est-ce que vous publiez des trucs? La Palestine, et il y a aussi le discours raciste. C'est un pays arabe, ce sont des gens il y a aussi il faut pas faire le déni. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment le niveau de violence qu'a subi Shawqi Ammari après avoir publié sa chronique. Ou bien Temlali? Oui. Non, moi j'aimerais dire pour commencer que Shawqi Ammari, il a écrit une chronique, que la chronique est un art journalistique particulier et que comme on reconnaît à d'autres chroniqueurs le droit de dire qu'ils ne sont pas solidaires de la Palestine, on doit reconnaître à Shawqi Ammari le droit de dire qu'il est solidaire de la Palestine et qu'il s'oppose au discours qui appelle à ne pas se solidariser avec la Palestine. Libre à tout le monde de ne pas se solidariser avec la Palestine. Libre à tout le monde de se solidariser avec la Palestine. C'est ça le principe. Le principe, c'est que moi, je ne dois pas faire campagne pour que les gens ne se solidarisent pas avec les Palestiniens ou avec les Irakiens, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que il est quand même assez remarquable qu'à chaque fois que la question de la solidarité avec la Palestine ou avec l'Irak se pose, il y a une sorte de tir de barrage contre tout acte de soutien à des peuples qui sont colonisés, qui sont opprimés et qui sont occupés militairement. Ce tir de barrage contre toute expression de solidarité que nous observons, je suis désolé, depuis quelques années, sinon depuis 20 ans, est quelque chose de suspect. Il n'est pas normal qu'on dise aux gens pourquoi vous n'êtes pas solidaires. Celui qui ne veut pas se solidariser, libre à lui, mais j'ai le droit d'être solidaire. J'ai le droit d'être solidaire avec les Palestiniens et je dois dire aujourd'hui que ce refus de la solidarité n'est pas seulement celui des berbéristes, dont parlent des radicaux, dont parle Shawqi Ammari. Il y a beaucoup d'Algériens qui estiment qu'aujourd'hui, nous devons être dans une logique isolationniste parce que nous avons subi la guerre, parce que nous sommes traumatisés et que personne ne s'est solidarisé avec nous. C'est le discours tenu. Je rappelle que ce discours existe en Algérie, mais il existe aussi en Égypte. En Égypte, on est dans une sorte de refus de toute solidarité avec les peuples de la région. Parce que le problème se pose, qu'est-ce que cela nous a apporté? Nous avons mené des guerres contre Israël, mais au final, nous nous retrouvons isolés et toujours aussi pauvres et toujours aussi arriérés, etc. Donc, c'est quelque chose qui concerne toute la région. C'est la défaite du nationalisme arabe qui est, il faut le dire, aujourd'hui, une idéologie qui cultivait l'illusion de l'unité arabe au lieu de cultiver la réalité de la solidarité effective. Créer une nation arabe était le projet. Le projet n'était pas de cultiver la solidarité entre les peuples au-delà de tout paramètre ethnique ou confessionnel. La dernière chose que je dirais est que les gens qui disent pourquoi vous êtes solidaires avec la Palestine et le Palestine c'est Hamas, etc., je suis désolé. Je rappelle qu'en Algérie, nous étions traités par la presse colonialiste de fanatiques, d'égorgeurs, et que cela n'a pas empêché beaucoup de peuples d'être solidaires avec nous. Ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement politique islamiste rétrograde en Palestine
qui veut faire revenir les femmes à la maison et sous prétexte de lutter contre la colonisation. Ce n'est pas parce que ce mouvement existe que nous devons penser que le mouvement national est religieux. Je rappelle que la charte de l'OLP réclamait un État palestinien laïque sur toute la Palestine sans aucune exclusion d'aucune confession, ni de la confession judaïque, ni de la confession chrétienne, ni de la confession musulmane. Un État laïque. Je crois qu'on devrait plutôt trouver des termes de convergence avec cette lutte palestinienne et que ça doit nous éclairer sur ce que nous devons revendiquer pour nous-mêmes aujourd'hui. Des États déconfessionnalisés dans lesquels existent des citoyens et non pas des sujets. Abed Sharaf, est-ce qu'il y a eu une violence à l'égard de cette chronique? Est-ce que la violence est acceptable dans ce cas-là? Non, dans ce type de situation, on peut prendre le problème dans le ghetto. Ce à quoi je me refuse. Ce que disait Ammar Ingrashan à propos de l'oppression des militants pour la langue berbère. C'est une vérité historique de l'Algérie indépendante. On ne peut pas le nier. Mais ce n'était pas une oppression contre les militants de cette cause, parce qu'il était militant de cette cause. C'était un système autoritaire qui refusait toutes les expressions démocratiques. Ceux qui ont subi la répression la plus dure de l'Algérie indépendante, c'est quand même les islamistes. Ils ont gagné des élections, on a annulé des élections et on les a mis en prison. Le plus grand nombre de morts, ce sont les islamistes et les gens que les islamistes ont tués. Donc, il faut se remettre dans les contextes. Alors, à partir de là, on se rend compte que cette question, c'est une question démocratique. Si on la pose en termes démocratiques, qui peut la refuser? Tout le monde va y adhérer, forcément. Enfin, tout le monde. Je dirais qu'il y aura un très grand consensus en Algérie sur ça. Si on la pose en termes démocratiques. On a déjà eu cette polémique ici au CPP. Saucissonner la question démocratique ne peut mener qu'à l'impasse. Situer la question de la langue berbère avec les droits de l'homme, avec les droits économiques et sociaux, comme une partie des droits démocratiques de chacun, ça permet de reposer le problème. Le problème, aujourd'hui, il est posé à l'envers. Il faut le poser à l'endroit. Nous sommes face à un pouvoir qui est là, qui gouverne selon ce que lui estime être ses intérêts. Il le défend, il se maintient par la force, il truque les élections, il corrompt l'administration, etc. Il fait tout ce qu'il faut pour ça. La question de la langue berbère, c'est une des questions sur lesquelles disons, c'est une des questions les plus visibles, mais il y a tout le reste aussi. Donc, remettre le problème à l'endroit, ça permet de poser le problème avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de raison. Et moi, je suis obligé de revenir à... Ça, c'est mes convictions personnelles. Moi, je regarde les choses avec une vision nationale. Dans un cadre national, on peut poser cette question, évidemment qu'elle a des solutions qui sont raisonnables, qui peuvent être réglées. Mais les poser de manière fragmentaire, ça ne fait qu'attiser les haines et ça mène à l'impasse. Ça ne fait pas avancer les choses. Abed Sharaf, vous devriez venir plus souvent au CPP. Juste un point. Oui, rapidement. Abed Sharaf, vous avez fait un parallèle entre les militants de la cause berbère et les islamistes. Un parallèle en termes de répression. Ils étaient également, sinon les islamistes étaient plus réprimés. Moi, je pense que les berbéristes, les militants d'Avril 80, du MCB, revendiquaient la pluralité démocratique, la pluralité, toutes les questions des droits de l'homme. Ils les revendiquaient, ils étaient dans les premières lignes de leurs revendications, tandis que les islamistes, que vous dites être des victimes de la répression, ils combattaient la démocratie et la pluralité. Donc, à la limite... le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment poser le problème. Si on le pose sur un plan démocratique,
on peut avancer. Moi, à ce que je sache, j'ai toujours fréquenté toute la mouvance berbériste et les partis démocratiques. Ils ont toujours posé la question de l'identité amazigh dans le cadre d'une Algérie démocratique. Ils ne l'ont jamais posé séparément. Il y a... Non, c'est en train de prendre une tournure qui ne plaît pas du tout. Zaman Taya, défenseur de la cause amazigh, ou adversaire. Pas du tout. Non, c'est des ghettos. C'est des ghettos. La question de la langue berbère est une question démocratique. Elle est légitime, elle est juste et il faut la défendre. Voilà, point barre. C'est-à-dire, on ne revient pas. Maintenant, la manière de la poser... chez certains courants pose problème. Et dans une période de tension, de fragilité du pays comme celle d'aujourd'hui, elle débouche sur des phénomènes qui sont totalement insupportables. Et Yassine Temlali, vous vouliez parler particulièrement de la question berbère aujourd'hui. Vous avez écrit un livre, La jeunesse de la Kabylie aux origines de l'affirmation berbère en Algérie. Oui, non, moi j'aimerais faire le lien entre la question démocratique telle qu'elle se pose aujourd'hui en termes d'absence de démocratie élémentaire, le droit de manifester, que nous avons observé pour la Palestine, mais que nous observons aussi pour d'autres causes. Je veux dire, personne ne peut manifester pour ce pays. On voudrait manifester pour la reconnaissance effective de la langue berbère en Algérie. On ne pourrait pas le faire à Alger aujourd'hui parce qu'il y a un arrêté qui interdit ces manifestations-là. Il y a, depuis 2001. Aujourd'hui, signé par Ali Benflis, Premier ministre. Signé par Ali Benflis. On ne peut manifester à Alger, ni pour la cause amazigh, ni pour la cause palestinienne, ni pour les Sahraouis, ni pour personne. Voilà. Oui, on peut manifester pour personne, en effet. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a aussi une responsabilité du régime dans cette escalade qui est en train d'avoir lieu en Kabylie. Je veux dire, il y a toujours des concessions verbales, constitutionnelles, juridiques, mais il n'y a absolument aucun plan pour concrétiser ni l'enseignement effectif et scientifique et moderne de la langue berbère, ni le financement d'un véritable budget qui permette d'unifier, parce que c'est ça l'option du pouvoir, ces différentes langues berbères et créer une langue standard que pourraient parler beaucoup de gens, et non seulement les intellectuels. Rien n'est fait dans ce sens alors que les textes existent, alors que la reconnaissance officielle existe. Ça, c'est la responsabilité du régime. Si le régime empêche de manifester pour cette cause-là, pour ces revendications, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Mais il faudrait aussi souligner autre chose, et qu'aujourd'hui, du côté des militants de la cause berbère, il faudrait, de mon point de vue, être un peu plus dans le concret. Il faut être un peu moins dans la contestation idéologique, un peu plus dans le concret. Je saisis l'occasion pour parler de cette histoire d'amendement. C'est un exemple de ce qu'il faudrait faire de concret. Un amendement introduit sur le projet de loi de finances, mais qui est rédigé en réalité comme un article de la Constitution, ce n'est pas quelque chose, de mon point de vue, qui fait avancer la cause. En revanche, une étude budgétaire du coût de la généralisation ou de l'amélioration de l'enseignement des langues berbères en Algérie, c'est quelque chose que les députés devraient mener pour mettre le gouvernement devant ses responsabilités et pour que cette question se pose enfin en termes concrets. Merci beaucoup Yassine Temlali. Je rappelle que vous connaissez bien ce sujet, votre livre « La jeunesse de la Kabylie aux origines de l'affirmation berbère en Algérie ». Vous en parlerez de votre livre et de cette question spécialement lors d'une rencontre ce vendredi à 16h à la librairie L'Arbre à Dire 48 à Sidi Yahya à Alger. J'espère que nous serons très nombreux. Nous n'avons pas beaucoup de temps à abattre, mais comme vous venez rarement, alors vous aurez le mot de la fin. Non, il y a des situations où on est obligé de regarder les choses différemment. Tu vois, Yassine, visiblement, il ne vit pas en Algérie. Il a un regard sur l'Algérie, sur le monde qui est différent de nos ghettos à nous. Et je serais tenté d'inviter les militants de la cause de la langue berbère, des droits de l'homme, des libertés démocratiques, etc., qui sont dans l'opposition. Nous sommes face à un pouvoir qui est sclérosé et qui est incapable de faire quoi que ce soit. Ces oppositions-là ont peut-être des opportunités politiques, des échéances politiques qui vont venir. Ce sont ces oppositions qui doivent réfléchir
aux solutions qui vont venir, parce qu'il n'y a rien à attendre du pouvoir. Sur la question de la langue berbère, il faut une vraie réflexion en termes de budget, en termes de formation, en termes d'avancement, en termes... Comment faire avancer les choses? Le pouvoir ne le fera pas. C'est aux oppositions, et je dis opposition au pluriel, de le faire, pas uniquement sur ça, sur les libertés, sur... toutes les libertés démocratiques. Merci à vous tous d'avoir participé à ce Café Presse Politique un peu plus long que d'habitude. Évidemment, le sujet est très intéressant, un peu plus long que d'habitude. Une émission filmée par Ahmed Belrit et réalisée par Soumeya Farkali. On se retrouve mercredi prochain, 18h, en direct sur Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.